CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. 19h passées de quelques 32 minutes, on va dire ce soir. Eh bien, l'émission d'avant du consistoire a pris un petit peu, on va dire, de largesse, mais c'est pas grave, on leur pardonne. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices qui viennent de nous rejoindre sur le 90.5 de la bande FM, mais également dans l'émission du CRIF Marseille-Provence, en ce mercredi, 10 janvier. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir François Heilbronn. François Heilbronn, qui est professeur des universités associées à Sciences Po, et qui est vice-président aussi du Mémorial de la Shoah. François Heilbronn, bonsoir. François Heilbronn, bonsoir, vous m'entendez ? Alors apparemment, je n'entends plus François Heilbronn, alors ce qui prouve à nos auditeurs que nous sommes en direct. Alors j'ai demandé à technicien de vite me le rappeler. François Heilbronn, est-ce que vous m'entendez ? Ah voilà, ça y est, ce sont les petites joies du direct sur la radio Juif. Oui, c'est très très dur, il y a 800 km. Oui, surtout que nous avons eu des pics à 15 degrés aujourd'hui, avec un très très beau soleil. Ah bah oui, vous êtes dans le sud, hein, on peut pas... Oui, je sais, vous êtes même en dessous des 10 si je ne m'abuse. Alors je le disais, donc je répète que vous êtes vice-président du Mémorial de la Shoah, vous êtes aussi professeur des universités associées à Sciences Po. Écoutez, j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir dans l'émission de CRIFMA parce que le dimanche 21 janvier, vous serez présent aux côtés du CRIF Marseille-Provence qui organise une visite guidée au camp d'Émile. Alors, c'est le 21 janvier, c'est une journée quand même un peu spécifique parce que c'est aussi une commémoration. C'est la commémoration des rafles du Vieux-Port et de l'Opéra aussi, cette journée. Et il y aura aussi un hommage qui sera rendu à Simone Veil. Alors, bien évidemment, beaucoup de personnalités seront invitées. Mais chose intéressante cette année, il y aura tout le tissu associatif, juif et non juif. Alors, François Heilbronn, avant de parler de beaucoup d'autres choses, j'imagine que c'est très important pour vous. Et qu'est-ce qui vous a décidé de venir dans nos contrées marseillaises et surtout au camp d'Émile pour vous associer avec nous, j'imagine, suite à l'invitation du CRIF Marseille-Provence à cette journée? Tout d'abord, j'adore votre région. Moi, j'aurais adoré que Paris soit situé à Marseille. Voilà. Ah, mais écoutez, vous ne pouvez pas tout avoir. Voilà, ça c'est pour des raisons d'esthétique, de paysage, de climat. Oui. Cézanne peignait très bien notre région. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison aussi personnelle et familiale. J'ai un grand-oncle qui s'appelait François Klotz, qui était officier au commando d'Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, qui après est passé dans les services secrets et qui a été parachuté en juin 1944 pour diriger un réseau de résistants à Marseille pour organiser le débarquement de Provence. Et il a été attrapé par la Gestapo de Marseille, hélas, parce qu'il avait été trahi. Il a été torturé à la Gestapo de Marseille et après il a été fusillé au charnier de Signes, pas loin de Marseille. Donc, et je m'appelle François en honneur de François Klotz et j'ai été comme lui officier parachutiste. Donc il y a un lien sentimental. Il a été torturé dans la grande et belle rue Paradis où il y avait le siège de la Gestapo. Oui. Donc il y a une émotion pour moi de venir à Marseille. Et puis pour revenir au programme, au très beau programme qu'il va y avoir au camp d'Émile le 21 janvier, le camp d'Émile est un camp très important parce que c'est un des plus grands camps de concentration français de la zone libre. Et Alain Chouraki a fait un travail extraordinaire de rénovation et de création d'un musée. Et d'ailleurs, la création du musée s'est faite en partenariat avec le Mémorial de la Shoah sur la muséographie et sur beaucoup de documents. Et le Mémorial de la Shoah est partenaire du camp d'Émile. Et donc, nous sommes toujours, en tant que mémorial, heureux de nous associer aux manifestations mémorielles, culturelles, historiques, pédagogiques, formidables qui sont faits au camp d'Émile et en plus organisés par le CRIF et je suis membre de l'Assemblée Générale du CRIF. Je suis heureux donc de participer à tout événement historique organisé dans votre région par le CRIF. Alors justement, François Heilbronn, on va parler quand même de... Et puis, oui, je vous en prie. Si je vous permets, j'étais un ami de Simone Veil. Voilà, j'allais y venir. Voilà. Je suis un vous très bon m'avez ami. devancé. Je suis un très bon ami de son fils Pierre-François Veil qui sera là aussi ce jour-là, à la fois en tant que fils de Simone, mais aussi en tant que président du comité français pour Yad Vashem. Il rendra hommage à sa mère. Et Simone Veil a en plus un lien familial avec ma famille, parce que quand elle est revenue des camps de la mort avec sa sœur Milou, et son autre sœur Denise, elle, qui est sortie pas des camps de la mort, parce qu'elle a été arrêtée comme résistante à Ravensbrück, les trois sœurs Jacob, parce que c'était leur nom de jeune fille, ont été recueillies par mon grand-père à la campagne,
et qui les a hébergés plusieurs semaines à la campagne et puis après les nourrissait régulièrement quand elles étaient à Paris. Donc il y a des liens familiaux lointains et j'ai bien connu Simone justement familialement. Et puis après j'ai connu évidemment Simone Veil quand elle était présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et qui est le partenaire du mémorial de la Shoah et aussi du camp des Milles. Donc je suis très ému de venir pour toutes ces raisons et très heureux de venir au camp des Milles le 21 janvier. Alors justement, puisque vous connaissiez bien Simone Veil, alors moi bien évidemment en tant que femme, Simone Veil ça me parle. Si vous me demandez ce que je retiens d'elle, bon il y a tellement de combats etc. Mais c'est surtout cette espèce de vous parler que vous connaissiez Simone Veil dans le secteur familial, mais aussi dans ses engagements auprès du mémorial de la Shoah, mais aussi en tant que femme dans ses luttes politiques. Eh bien c'est les deux côtés de cette femme qui sont assez fascinants, cette entre guillemets, je le dis, bonne mère de famille bourgeoise quand même, etc. Et à côté de ça, une espèce de combattante passionnara qui a quand même fait passer de sacrées lois. Vous la définiriez comment, vous ? C'était le courage et la détermination et rien ne pouvait l'ébranler et rien ne pouvait l'arrêter. Mmh. Et souvent, dans les discussions avec moi ou avec d'autres personnes, quand on disait « mais Simone, vous prenez des risques, Simone, vous êtes courageuse », elle disait « ça ne pourra jamais être aussi pire qu'à Auschwitz ». D'accord. Et donc, je l'ai souvent vu, d'ailleurs, j'ai souvent les rescapés, c'était d'ailleurs cette énergie vitale incroyable, parce qu'ils sont revenus de la mort, ils sont vraiment revenus de la mort, ils ont vu mourir leurs proches, et cette envie de vivre et cette envie de se battre. Et c'est vrai, ça ne peut pas être pire que ce qu'ils ont vécu. Donc qu'elle se fasse insulter, qu'on lui crache à la figure, que dans les combats politiques ce soit dur, c'était rien par rapport à ce qu'ils avaient vécu et ce qu'elle a vécu. Et donc ça lui donnait une force morale et éthique absolument extraordinaire. Alors François Heilbronn, on va continuer un petit peu Je vais continuer à vous balader, entre guillemets, sur différents sujets. Alors, des sujets qui sont malheureusement pas très gais en ce moment. Alors, on est en plein dans les 3 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, mais aussi de l'hypercacher. Alors, 3 ans après, moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur ces attentats et et vous demander aussi... On peut se poser la question, mais comment commémorer ça ? On a vu à la télé, bien évidemment, les commémorations officielles qu'il y a eu pour les attentats de l'hypercacher. Je voudrais savoir à vous, quel est votre sentiment sur tout ça ? Les commémorations sont importantes parce qu'évidemment, elles marquent des dates, elles permettent de se rappeler de faits. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, là, sur un plan politique et géopolitique, ce qui s'est passé depuis ces attentats. Excusez-moi. Et, ça, vous voyez, c'est le temps de Paris. Ça vous fait tousser. Mais venez à Marseille, on vous le dit. À Marseille, moi je ne tousserai pas. Voilà. Non, mais vous auriez des allergies. Il faut que je déménage. Et donc, pour revenir plus sérieusement à ce que je voulais dire, en termes géopolitiques, en fait, il y a des choses positives qui se sont passées depuis 3 ans. C'est d'abord une mobilisation de la coalition qui a été beaucoup plus efficace. Et en fait, Daesh a été vaincu. Rappelez-vous, Daesh occupait la moitié de la Syrie et presque la moitié de l'Irak il y a 3 ans. Maintenant, Daesh est réduit à des pots de chagrin ou des quasi-résidus de pots de chagrin. Les terroristes qui revenaient en France très facilement, maintenant, ne peuvent plus revenir. Et quand ils reviennent, ils sont arrêtés et mis en prison. Le dispositif sécuritaire qui était quand même très laxiste, on l'avait vu déjà avec les assassinats commis à l'école des oratoires de Toulouse, et puis après aussi avec les assassinats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, et après d'autres crimes qui ont été commis notamment à Nice, pas très loin de chez vous, à l'été 2015, et puis enfin évidemment les massacres du Bataclan. Là, les services de police, les services de sécurité, les services de police extérieure et de renseignement sont beaucoup plus efficaces. Donc la prise de conscience politique, sécuritaire française a montré son efficacité. Ça, c'est une grande victoire, et cette grande victoire... Et au niveau, excusez-moi, je vous coupe, François Heilbronn, et au niveau de l'opinion, là, on voit en ce moment... Oui, parce que non, mais je parle quand même de la sécurité qui est quand même le plus important. Bien sûr. L'opinion, effectivement, ils étaient 4 millions à descendre dans la rue, ce qui était formidable, et ça a été la plus grande manifestation, les plus grandes manifestations depuis la libération en France, le 11 janvier 2015. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas sûr que 4 millions de personnes descendraient dans la rue, mais il y a quand même une prise de conscience de la population française. Alors, des pouvoirs publics, c'est différent. De la population française, de l'importance du socle républicain, de nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité,
et comme le dit la Constitution de 1958, de laïcité. Ça fait partie de notre charte républicaine, la laïcité, c'est-à-dire le respect des religions dans le domaine privé, mais la neutralité des religions dans l'espace public. Et quelles que soient les religions, évidemment, à commencer par celles dont un certain nombre d'éléments radicaux menacent certaines valeurs de la République, qui est l'islam radical, mais ça concerne aussi les autres religions, y compris le judaïsme, le protestantisme, le catholicisme, le bouddhisme. La sphère publique est religieuse, elle n'est pas pour les religieux. Tout le monde a le droit de son opinion, de sa pratique, mais dans sa sphère privée. Et les Juifs de tout temps ont su le faire et on l'a compris dans la société française. Et d'ailleurs, les Juifs ont souvent été des militants de la laïcité, parce que cette laïcité leur donnait la liberté. Et il faut que la majorité des musulmans français qui sont intégrés, qui sont modérés, acceptent les règles de la laïcité qui permettent le vivre ensemble. Alors à côté de ça, François Heilbronn, eh bien, des études sont parues un petit peu partout en début de semaine sur l'influence des théories complotistes au sein de la population française. Et quand on s'intéresse un petit peu aux résultats, ça fait quand même un peu peur. Vous avez raison. Vous avez raison. Et nous, au Mémorial de la Shoah, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on le voit. Puisque au Mémorial, nous accueillons chaque année 60 000 lycéens, à peu près 50 000 lycéens et collégiens sur le site du Mémorial de la Shoah, rue Geoffroy-Lanier dans le 4e à Paris, et 10 000 lycéens sur le site de Drancy, qui est un musée que nous avons créé en 2012. Et nous avons souvent, on les fait parler, ces lycéens. Donc on leur fait visiter les musées, on leur fait des ateliers pédagogiques, mais on les fait parler. Et on voit que la montée des thèses complotistes. Ce qui nous est aussi confirmé par les professeurs d'histoire qui viennent en formation chez nous. On forme plus de 3000 professeurs français chaque année. Et depuis justement 4-5 ans, il y a une émergence des thèses complotistes alimentées principalement par les réseaux sociaux. Les enfants sont sur les réseaux sociaux et ils sont alimentés de thèses complotistes dans tous les sens. On les voit, d'abord déjà des thèses complotistes contre les juifs, mais pas seulement contre les juifs, contre les pouvoirs publics. Et sur les attentats, que ces attentats sont généralement documentés par les services secrets. Et nous formons au Mémorial, et c'est très important, les professeurs pour déconstruire les discours complotistes. Et donc nous avons fait des ateliers spéciaux pour les professeurs, mais aussi nous faisons des ateliers pour les élèves, pour leur apprendre à eux à déconstruire ce qu'ils voient sur Internet, et ce qu'ils parfois ils prennent au premier degré, pour comprendre ce que c'est qu'une fausse nouvelle, une manipulation. Les fake news. Effectivement, c'est un enjeu énorme. Vous avez tout à fait raison. Alors à côté de ça, je me suis un petit peu promenée sur vos engagements et je vois que vous êtes contre la réédition des pamphlets antisémites de Céline. Vous vous mobilisez énormément contre cette réédition. Moi, j'aimerais savoir pourquoi et quelle est l'importance de ne pas les rééditer. Alors, je suis historien amateur, je suis aussi bibliophile, c'est-à-dire que j'aime acheter des livres anciens. J'ai acheté un certain nombre de textes antisémites pour comprendre, pour savoir. J'ai notamment les décombres de Rebatté, j'ai La France juive de Drummond, j'ai Bagatelle pour un massacre de Céline, j'ai Les Beaux draps de Céline et j'ai L'école des cadavres de Céline. Ces 3 livres que les éditions Gallimard, de manière totalement incompréhensible, veulent rééditer. Bagatelle pour un massacre de 37, Les Beaux draps de 38 et L'école des cadavres de 40, sont des brûlots d'un antisémitisme totalement délirant. Ce sont un appel au meurtre des Juifs, ce sont des appels génocidaires. Et ce sont des textes qui ont été écrits en 37 et 38 principalement, où ils nous traitent de punaises, de termites qu'il faut exterminer. Ce ne sont pas, l'antisémitisme mondain d'un Morand, d'un Chardon, d'un Drieux-La Rochelle, qui voit des Juifs avec des nez crochus et avides. À la limite, ça, c'est désagréable et c'est moche et on n'a pas tellement envie de lire ça. Mais là, ce sont des appels au meurtre des Juifs. Et Céline était un des principaux agents nazis dès 1937 en France. On le considérait à l'époque comme le pape de l'antisémitisme. Il a été un des éléments déterminants de la création des instituts des études juives à Paris. Et il a été un collaborateur zélé et efficace de la Gestapo. Il a même dénoncé un médecin qui lui faisait ombrage à Besançon, qui était le docteur Joseph Hogarth, et il a fait déporter 6 juifs. Alors pourquoi publier des textes qui sont en plus totalement illisibles, même avec un appareil raisonné ou critique d'historien, pourquoi publier de tels textes qui, sous l'égide de la plus respectable et la plus connue des maisons d'édition françaises qui est Gallimard,
donner l'impression à un public que ces textes sont lisibles. C'est un peu comme si on publiait des textes qui appelaient au meurtre des Noirs, des Arabes, c'est comme si on publiait des textes de pédophiles préconisant le viol d'enfants, c'est comme si on publiait des textes sur le viol des femmes. Ce sont des textes meurtriers, assassins, qui ont conduit à la mort de nos parents. Pourquoi voudriez-vous qu'en France, aujourd'hui, on publie ces textes? C'est absolument scandaleux, et j'espère que la mobilisation qui est en train de prendre de l'ampleur, il y a une pétition qui a été lancée par la LICRA à Paris, qui a déjà recueilli 13 000 signatures, et j'encourage vos auditrices et vos auditeurs à la signer. C'est une pétition de la LICRA Paris qui est sur le site de pétition qui s'appelle change.org. Allez la signer, il y a déjà 13 000 signatures pour appeler les éditions Gallimard à renoncer à ce projet, qui est un projet scandaleux et dangereux pour les Juifs en France, les Français juifs. Et il faut rappeler quand même que depuis 10 ans, il y a eu à 4 reprises 10 Juifs qui ont été signés en France, corps juifs. Il y a chaque année 200 à 300 actes antisémites violents. Il y a 800 actes antisémites par an en France. On n'a pas besoin de textes antisémites génocidaires de Céline dans notre paysage culturel français. Alors François Heilbronn, je vais peut-être vous poser une question qui va vous choquer, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Ouais, est-ce que vous pensez que le fait d'interdire la réédition de ces pamphlets va faire évoluer les mentalités? Quelles sont les conséquences de ça? Est-ce que, je ne sais pas, je vous demande. Ces textes sont déjà accessibles, comme vous voyez, comme moi, je l'ai acheté chez un libraire ancien. On peut trouver ces textes chez des libraires anciens, parce qu'ils n'ont pas été réédités, mais ils sont trouvables. On peut les trouver dans les bibliothèques. Il y a plus de 200 bibliothèques en France qui ont ces textes. Donc si vous êtes intéressé historiquement, en termes de recherche, ce que je comprends tout à fait, par exemple au Mémorial de la Shoah, on a évidemment ces textes. J'imagine. Et chaque année, on a 1500 chercheurs qui viennent travailler, heureusement pas que sur ces textes-là, mais s'ils veulent travailler sur l'antisémitisme, évidemment, ils travaillent sur ces textes. Il y a un écrivain qui spécialise l'antisémitisme qui s'appelle Pierre-André Taguieff, qui a publié il y a 3 mois un livre remarquable qui s'appelle Céline, la race, le juif, qui fait 800 pages. Donc là, dans les 800 pages, vous avez les extraits et des extraits analysés de ces textes. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez lire. Et même si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet, ces textes sont disponibles sur Internet. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire vous devez faire un travail pour aller trouver ces textes. Si demain Gallimard publie ces 3 pamphlets antisémites, et en plus il voulait appeler ça écrit polémique, assez polémique, une polémique c'est il y a un débat. On ne peut pas débattre avec Céline sur son antisémitisme. Ce sont des écrits meurtriers. Il voulait que ce soit sur les tables de toutes vos librairies en France, écrits polémiques de Céline, que ça se vende à 100 000 exemplaires. Ben évidemment, il y aura des gens qui ne sont pas influencés par ça, mais même s'il y a 10 000 personnes qui sont influencées par ça et qui commencent à taper leurs voisins juifs et qui commencent à alimenter leur haine antisémite, c'est déjà beaucoup trop. Donc ces textes sont accessibles, c'est pas de la censure, ces textes sont accessibles, mais par contre, une réédition massive par une maison d'édition prestigieuse est un scandale absolu. Est-ce que vous avez pu savoir pourquoi Gallimard a accepté? À mon avis, c'est incompréhensible. La seule raison était la sordide. Je pense que c'est par pur mercantilisme. Mercantilisme, oui. Ça fait vendre. Ça fait vendre. D'accord. Ça fait vendre. Alors avant de se quitter, François Heilbronn, puisque vous êtes un assidu des livres, je crois que vous étiez un très grand fan de Aaron Appelfeld qui nous a quittés. Est-ce que vous avez envie de nous dire quelques mots sur lui? Oui, c'est une grande perte parce que je considère que c'est un des plus grands écrivains israéliens. Il a une qualité de langue absolument superbe. En plus, il a été traduit en français par une très grande écrivain français qui s'appelle Valérie Zenati. Donc la beauté de la langue est préservée. Son livre le plus connu, c'est son autobiographie qui s'appelle Histoire d'une vie, qui a eu le prix Médicis étranger en 2004. Mais il a écrit aussi un livre très récemment qui est très beau sur les maquis juifs en Ukraine, qui s'appelle Les Partisans, qui est un très beau texte. Et c'est à la fois une réflexion poétique sur l'errance d'un enfant qui survit à la guerre et qui survit en se cachant dans les bois. C'est pas une expérience concentrationnaire comme Wiesel ou Primo Levi ou Imre Kertész, mais c'est une réflexion sur l'enfance cachée, l'enfance perdue, l'enfance détruite dans ces forêts d'Ukraine, de Pologne et de Roumanie. Et je vous encourage, c'est pour ceux de vos auditeurs qui ne connaissent pas encore Aaron Appelfeld, de lire ses livres, et il y a un prochain livre qui sort en février, son dernier ouvrage qui vient d'être traduit, qui va être paraître en février aux éditions de l'Olivier, je ne me rappelle pas du titre. Je vous encourage vraiment à lire. C'était quelqu'un en plus de très modeste, très humain. Il aurait pu avoir le prix Nobel de littérature. Philippe Roth, le grand écrivain américain, considérait que c'était un des plus grands écrivains mondiaux, et je partage cet avis.
Ah bien, François Heilbronn, je vous remercie infiniment. On aura le plaisir de vous retrouver dimanche 21 janvier pour cette visite guidée du camp des Mines, mais aussi cet hommage à Simone Veil qui sera rendu à l'initiative du CRIF Marseille-Provence. Voilà, je vous remercie infiniment. Bonne soirée et rétablissez-vous bien d'ici là. Voilà. Oui, merci Karine. Je voulais juste préciser, donc, Je vous en c'est prie. à partir de 13h30 la visite. Oui. Et ça dure toute l'après-midi, donc il y aura des discours, mais il y aura aussi une visite du camp et du musée. Et c'est de 13h30 à 18h. Et donc je vous invite à vous inscrire sur le site du CRIF Marseille. Voilà. N'ayez crainte, je vais le rappeler avant la fin de cette émission. Merci infiniment François Heilbronn et bien dimanche, pas celui-ci, mais le prochain. Merci Karine. Au revoir. Bonsoir et bonsoir à vos éditrices. Merci, au revoir. Au revoir.